Un pays peut sembler normal jusqu'au jour où l'argent cesse d'affluer. Les magasins sont toujours ouverts, les distributeurs automatiques de billets fonctionnent encore, les salaires continuent de tomber, les médicaments importés sont toujours en rayon, le carburant coule à flot, les avions atterrissent toujours, mais la confiance se brise, les prêteurs étrangers cessent de faire rouler la dette, les réserves s'épuisent, la monnaie dévisse, les banques commencent à vaciller, les prix se mettent à grimper plus vite que les salaires, et soudain, les choses que les gens pensaient faire partie de la vie ordinaire s'avèrent avoir été financées par une confiance empruntée. C'est cela, la véritable nature d'une crise de la dette extérieure. Ce n'est pas une subtilité technique du marché obligataire, ni une simple ligne dans le budget d'un ministère des Finances. C'est le moment où un pays découvre à quel point sa vie normale était louée à l'étranger. Bienvenue chez l'historien financier, où l'argent, le pouvoir et l'histoire s'entrechoquent, et où rien n'est jamais aussi simple qu'il n'y paraît. La plupart des gens entendent parler de défaut de paiement souverain et imaginent des investisseurs perdant de l'argent. C'est la version édulcorée, la version lointaine, celle qui donne l'impression que l'histoire n'appartient qu'à des gens en costume fixant des écrans d'obligations. Mais lorsqu'un pays ne peut pas payer sa dette extérieure, le problème ne se limite pas aux détenteurs d'obligations. Il se propage à travers la monnaie, les banques, les importations, l'inflation, les salaires, les emplois et la politique. La raison en est simple. La dette extérieure doit être remboursée avec de l'argent que le pays ne peut pas imprimer à volonté. Il a besoin de revenus d'exportation, de réserves, de nouveaux prêts extérieurs, ou des trois à la fois. Dès que ces éléments commencent à faire défaut, l'État n'est pas seulement confronté à un problème de financement. Il fait face à une crise du bilan national, et une fois cette crise enclenchée, ce sont les gens ordinaires qui finissent par payer la perte de flexibilité de l'économie réelle. Les recherches du Fonds monétaire international sur le lien entre l'État et les banques montrent que la détresse souveraine détériore les bilans bancaires, resserre le crédit et peut aggraver les récessions, car les banques détiennent souvent de grandes quantités de dette publique et l'utilisent comme garantie. C'est dans cette distinction entre dette intérieure et dette extérieure que réside le véritable danger. Un gouvernement qui emprunte principalement dans sa propre monnaie peut toujours subir de l'inflation, des retours de bâton politiques ou une instabilité financière, mais il conserve un avantage redoutable. Il peut créer la monnaie dans laquelle sa dette est libellée. Cela ne rend pas le problème indolore, cela le rend simplement plus politique qu'externe. La dette extérieure est plus cruelle. Elle arrive à échéance en dollars, en euros, en yens ou dans une autre devise externe. Si les exportations s'affaiblissent, que les réserves s'épuisent ou que les créanciers cessent de refinancer les anciennes obligations par de nouvelles, l'État se retrouve à court d'argent digne de confiance à l'étranger. Dès lors, les choix deviennent très vite sinistres. Défaut de paiement, dévaluation, contrôle des capitaux, restrictions bancaires, soutien du Fonds monétaire international assorti de conditions, coupe budgétaire, inflation, et parfois tout cela en même temps. Le défaut n'est jamais toute l'histoire. C'est le moment officiel où une perte de confiance plus longue devient impossible à cacher. L'Argentine en est l'un des exemples les plus frappants, car la crise en a rendu les rouages brutalement visibles. Le bilan du Fonds monétaire international, sur la période allant de 1991 à 2001 en Argentine, décrit clairement le dénouement. À la fin de l'année 2001, le pays était plongé dans une profonde crise économique et des finances publiques. La confiance s'était effondrée et le régime de convertibilité qui arrimait le peso au dollar a fini par s'effondrer en même temps qu'un défaut de paiement souverain. Le Bureau indépendant d'évaluation du Fonds monétaire international a qualifié la crise de 2000 de l'une des plus graves survenues dans un pays au cours des dernières années et a souligné les épreuves considérables qu'elle a infligées au peuple argentin. Un autre rapport du Fonds monétaire international note que, entre 1998 et 2002, la production s'est effondrée d'environ 20%. L'inflation a repris de plus belle après l'effondrement de la parité fixe, et la crise a impliqué une perte massive de confiance à l'échelle nationale et internationale. Mais ces lignes n'ont d'importance que si vous comprenez ce qu'elles faisaient ressentir. Lorsque la crise a frappé, les Argentins ne l'ont pas d'abord vécu comme un séminaire sur la dette souveraine. Ils l'ont vécu sous la forme de dépôts bancaires bloqués, d'une confiance évanouie, d'un pouvoir d'achat en chute libre, de licenciements, de manifestations
et de la réalisation soudaine que le régime monétaire sur lequel il comptait n'était pas aussi solide qu'on le prétendait. L'épargne est devenue politique. L'accès à l'argent liquide est devenu politique. Une simple étiquette de prix est devenue politique. Une fois la parité rompue, la vie importée est devenue plus chère et l'ancienne version de la normalité s'est désintégrée à grande vitesse. Les travaux de la Banque mondiale sur l'Argentine montrent à quel point les conséquences sociales ont été graves. La pauvreté a augmenté de façon dramatique après la crise, près de la moitié de la population tombant sous le seuil de pauvreté à un moment donné dans les suites de l'événement. Le défaut de paiement faisait les gros titres. L'histoire sous-jacente, c'était que les gens ordinaires se réveillaient dans un pays qui n'avait plus les moyens de s'offrir son ancienne version de la stabilité. La Russie de 1998 offre une version différente de la même leçon. La crise russe ne s'est pas déroulée exactement comme celle de l'Argentine, mais elle a montré à quelle vitesse le stress souverain peut se propager au système monétaire et bancaire. Les documents du Fonds monétaire international sur le redressement bancaire de la Russie indiquent que la crise d'août 1998 a eu un impact immédiat et significatif sur le secteur bancaire, car le défaut de paiement de fait du gouvernement sur la dette intérieure s'est combiné à la dévaluation et à un effondrement plus large de la confiance. Dans la pratique, cela signifiait que le problème de crédibilité de l'État devenait simultanément un problème bancaire et un problème monétaire. Une fois la confiance brisée, toute la chaîne a commencé à se réévaluer en même temps. Le rouble s'est affaibli, l'État a restructuré sa dette, les banques ont été durement touchées, et la confiance s'est évaporée dans un système qui fonctionnait déjà avec une résilience limitée. C'est ce schéma que les spectateurs doivent comprendre. Les crises de la dette souveraine restent rarement purement souveraines. Elles se propagent parce que les banques détiennent de la dette publique, que les entreprises dépendent d'intrants importés, que les ménages comptent sur des prix stables, et que la monnaie elle-même dépend de la certitude que les obligations extérieures restent gérables. Dès que l'État suscite le doute, tout ce qui est lié à ce doute commence également à vaciller. Un événement lié à la dette souveraine ne se résume pas à savoir si un trésor public pourra effectuer un paiement le mois prochain. Il s'agit d'une réévaluation plus large de qui est digne de confiance, de ce qui est liquide et des institutions qui peuvent encore fonctionner sans soutien d'urgence. Les recherches du Fonds monétaire international de 2022 et 2025 renforcent toutes deux ce lien étroit entre l'État et les banques. Lorsque les écarts de rendement souverain augmentent ou que le risque souverain grimpe en flèche, les bilans des banques se fragilisent, les conditions de crédit se resserrent et l'activité économique en pâtit. La Grèce ajoute une autre dimension cruciale car elle montre ce qui se passe lorsqu'un pays perd sa flexibilité de financement sans contrôler sa propre monnaie de la manière habituelle. Les bilans de la Commission européenne sur les programmes d'ajustement grecs indiquent clairement que l'objectif était de restaurer la capacité de la Grèce à se financer pleinement sur les marchés financiers après une grave détresse liée à la dette et d'éviter une contagion plus large à la zone euro. En d'autres termes, la crise grecque ne se résumait pas simplement à des dépenses excessives, il s'agissait de perdre l'accès au marché à l'intérieur d'un cadre monétaire qu'elle ne pouvait pas remodeler de manière indépendante. La Grèce ne pouvait pas dévaluer une monnaie nationale dans la même mesure qu'un pays doté d'une souveraineté monétaire. L'ajustement s'est donc fait plus durement, à travers la contraction, la conditionnalité, la compression budgétaire, la restructuration et une longue perte d'autonomie économique. La dette publique de la Grèce a par la suite dépassé les 200% du produit intérieur brut en 2020, dans des conditions de financement très différentes, mais les premières années de crise ont montré le coût social d'être pris au piège entre des attentes intenables et une marge de manœuvre monétaire limitée. Ce contraste est important car il met en évidence les deux manières classiques dont la douleur est répartie. Si un pays possède sa propre monnaie et s'effondre sous le poids de la dette extérieure, les dégâts se manifestent souvent par la dévaluation et l'inflation. S'il manque de flexibilité monétaire, la douleur arrive souvent par le biais d'une austérité plus profonde, du chômage et d'une compression interne prolongée. L'Argentine a perdu sa crédibilité, puis a vu son pouvoir d'achat s'effondrer à cause de la dévaluation et de l'inflation. La Grèce a dû faire face à un ajustement interne plus étouffant au sein de la structure de l'euro. Mécanisme différent, même leçon. Lorsque le financement extérieur échoue, les gens ordinaires ne sont pas épargnés.
La méthode de la souffrance change, le fait de souffrir ne change pas. Alors, que produit concrètement un défaut de paiement souverain étape par étape? Premièrement, les prêteurs cessent de refinancer à des conditions supportables ou exigent des taux d'intérêt si élevés que le renouvellement devient impossible. Deuxièmement, les réserves commencent à s'épuiser alors que le gouvernement et la Banque centrale tentent de défendre la monnaie ou de faire face à leurs obligations. Troisièmement, le taux de change s'affaiblit ou s'effondre, rendant plus cher le carburant importé, les médicaments, la nourriture, les intrants industriels et les biens de consommation. Quatrièmement, les banques détenant de la dette souveraine ou s'appuyant sur des garanties stables subissent des pressions. Cinquièmement, le crédit se tarit car les banques deviennent prudentes, les coûts de financement augmentent et la valeur des garanties chute. Sixièmement, les entreprises réduisent leur production ou retardent leurs investissements parce que les intrants importés sont plus coûteux et que le financement est plus difficile à obtenir. Septièmement, les salaires ne suivent plus les prix. Les retraites perdent de leur valeur réelle. La pauvreté augmente et la patience politique s'amenuise. Les travaux du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale sur ces différents cas lient de manière répétée la détresse souveraine à des banques affaiblies, une réduction des prêts, un effondrement de la production et une grave douleur sociale. Un défaut de paiement souverain n'est pas un événement isolé. C'est une réaction en chaîne à travers la confiance, la monnaie, les banques, les prix et l'ordre social. Et c'est là que le pire scénario devient réalité pour les gens ordinaires. Si cela se produisait dans le pays d'un de nos spectateurs, la première crainte ne concernerait pas la vente aux enchères d'obligations. Ce serait la disparition de la prévisibilité. Les médicaments importés pourraient devenir plus difficiles à payer ou à trouver. Les prix du carburant pourraient grimper en flèche, entraînant avec eux les prix des transports et de l'alimentation. Les entreprises dépendant de machines ou de composants importés pourraient réduire les heures de travail, retarder les embauches ou fermer complètement. Les distributeurs de billets pourraient se voir imposer des plafonds de retrait. L'épargne locale pourrait perdre rapidement de son pouvoir d'achat si la monnaie s'affaiblit. Toute personne ayant une dette en devise étrangère, directement ou indirectement, pourrait ressentir la pression plus fortement. Les familles de la classe moyenne découvriraient que le salaire, qui arrive toujours en termes nominaux, ne permet plus de s'offrir la même vie. Les plus pauvres le ressentiraient d'abord dans l'alimentation et les transports. La classe moyenne le ressentirait ensuite dans son épargne, sa sécurité et l'avenir qu'elle pensait avoir financé. Lorsque les pays font défaut, les gens ne font pas la queue devant la bourse des obligations. Ils font la queue aux banques, aux pharmacies, aux stations-service et aux épiceries. C'est pourquoi le défaut souverain est toujours plus social qu'il n'y paraît sur le papier. Ceux qui souffrent en premier sont rarement ceux qui ont signé les contrats de dette. Les contrats ont été négociés dans des ministères, des banques et sur les marchés internationaux. L'ajustement apparaît dans le budget des ménages. Un pays en situation de détresse de la dette extérieure perd plus que du financement. Il perd du temps, il perd son pouvoir de négociation, il perd la capacité d'atténuer la douleur progressivement. Tout ce qui aurait dû être étalé sur des années se retrouve compressé en quelques mois. La confiance empruntée disparaît et la vie quotidienne doit être réévaluée sans elle. Et cela compte particulièrement en ce moment, car le monde ne devient pas plus clément pour les nations souveraines fragiles. Des taux d'intérêt mondiaux plus élevés, des conditions financières plus strictes, une fragmentation géopolitique et une moindre tolérance au risque rendent la dette en devises étrangères plus dangereuse. Le Fonds monétaire international continue de souligner les vulnérabilités liées à la dette dans les économies émergentes et à faible revenu, en particulier là où les conditions de refinancement sont difficiles et où l'exposition aux devises étrangères est élevée. Cela ne veut pas dire que chaque pays endetté est sur le point de faire défaut. Cela signifie que l'ère de l'argent extérieur facile est moins indulgente et que la distance entre ce qui est gérable et ce qui devient soudainement impossible peut se réduire très rapidement lorsque les marchés cessent de croire. À l'histoire en même temps. La dette extérieure semble toujours gérable tant que la confiance est renouvelée. La crise commence lorsque ce renouvellement échoue. Telle est la loi profonde du défaut de paiement souverain. Les pays ne font pas défaut parce que des promesses sur papier disparaissent dans un sens abstrait, ils font défaut parce que le financement extérieur digne de confiance disparaît plus vite que le pays ne peut s'ajuster. La dette est gérable jusqu'à ce que la fenêtre de refinancement se ferme.
La crédibilité est durable jusqu'à ce qu'elle ne le soit soudainement plus. Le véritable coût de la dette extérieure n'est pas le paiement du coupon, c'est la perte de souveraineté lorsque le remboursement cesse d'être crédible. Dès que cela se produit, la politique se transforme en un tri d'urgence et le public en subit les conséquences. Ainsi, la leçon finale est simple et brutale. L'emprunt étranger peut acheter du temps, de la croissance, des importations et l'illusion que le niveau de vie d'un pays est plus sûr que ne le justifient ses fondamentaux. Dans les bonnes périodes, il peut donner l'impression que la vie normale se déroule sans effort. Dans les mauvaises, il exige un ajustement immédiat. Lorsqu'un pays ne peut pas payer sa dette extérieure, le défaut n'est que l'événement formel. La véritable crise, c'est ce qui se passe après la disparition de la confiance empruntée, lorsque les banques, les prix, les salaires, l'épargne et la vie quotidienne commencent tous à s'adapter à une réalité que le marché obligataire avait remarquée en premier. Si cela vous a donné une nouvelle perspective, abonnez-vous, l'histoire détient les réponses. Je vous montrerai où chercher.